Ravi de vous retrouver pour le grand rendez-vous de ce soir. Bienvenue à vous tous, bonsoir. Et nous recevons pour vous le général Yark Dameran. Il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons passer à la loupe quelques questions portant bien sûr sur la sécurité au Togo. Monsieur le ministre, mon général, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gazé. Merci bien sûr d'avoir répondu à notre appel. Avec plaisir. D'entrée de jeu, le Togo vient d'organiser des élections législatives dont la réussite sur le plan sécuritaire a été saluée aussi bien que par les observateurs que les chefs d'État de la CEDEAO. Qu'est-ce qui a permis vraiment ce succès malgré le contexte politique très tendu qu'on connaît? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rendre grâce à Dieu et vous donner en même temps comme élément de réponse la puissance divine. Qu'est-ce qui a permis que ces élections se déroulent malgré la situation tendue? C'est ce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu parce que nous avons vécu des moments difficiles. Les gens ont promis tout. Il n'y aura pas d'élection, même à la dernière seconde, il n'y aura pas d'élection. Mais sans tenir compte de la présence de l'être suprême. Donc, si ça a été possible, c'est que Dieu l'a voulu. Ensuite, si ça a été possible, c'est que le peuple togolais même l'a voulu. On attendait ces élections depuis 2013, après la 5e législature. Tout le monde savait qu'en 2018, il devait y avoir des élections législatives. Oui. Et tous les partis, même les partis qui sont dans la coalition, avant les événements de 19 août 2017, battaient campagne pour les élections de 2018. Il y a eu des événements de 19 août et les manifestations qui ont suivi, l'intervention de la CEDEAO pour accompagner les Togolais, les acteurs togolais, à aller aux élections. Et nous avons été surpris de constater que certains ont décidé de déserter. Ils ont décidé de boycotter et le recensement et les élections. Mais la majorité des Togolais est allée aux élections. Et nous tenons à leur dire félicitations. Félicitations également à la jeunesse togolaise, que les gens peut-être utilisent abusivement. Ces jeunes ont compris, même si je ne veux pas voter, au lieu d'aller perturber, je vais rester à la maison. Et félicitations également aux forces de sécurité qui ont eu cette mission d'assurer la sécurité du processus électoral avant, pendant et après. Et c'est ce qui a été fait. Alors, mon général, malgré tout, le choix d'avoir maintenu ces élections sur le 20 décembre dernier, n'était-il pas vraiment risqué? Risqué, pas trop. Vous savez, le Togo a organisé ces élections avec l'assistance de la communauté internationale. La CEDEAO est rentrée dans le jeu pour aider les acteurs togolais à préparer ces élections. Le chronogramme déroulé, c'est la CEDEAO qui a déroulé ce chronogramme. Tout le monde était d'accord du chronogramme. Mais si à un certain moment, certains ont décidé de boycotter, je crois la majorité a pris part aux élections. Ça dépendait aussi de l'honneur de notre pays, de la parole donnée de notre pays. Imaginez une seconde, malgré tout ce que la CEDEAO fait pour accompagner les Togolais. À la dernière minute, on dit non, on n'organise pas des élections. La CEDEAO ne va pas prendre le Togo au sérieux. Donc, risqué, je dis, c'est un peu exagéré. Nous savons que les gens tenaient à ce qu'il n'y ait pas d'élection et se préparaient en conséquence. Le gouvernement, la CENI, de l'autre côté aussi se préparait pour faire face à toutes les éventualités. Quand on voit un peu le contexte qui a précédé un peu ces élections, on peut quand même penser à ça, non, monsieur le ministre? Non, bon, bien sûr. Un État bien structuré prend ses responsabilités. La coalition a décidé de ne pas aller aux élections. Elle n'est pas majoritaire. On ne va pas subir les caprices de la minorité aux dépens des autres. C'est aussi une question de responsabilité.
Qu'est-ce que le gouvernement ou la CENI devait dire à plus de 3 millions de Togolais qui ont accepté de se faire recenser? Parce que la coalition a dit non, donc il n'y aura pas d'élection. Non. Alors, disposez-vous bien sûr des hommes et des matériels conséquents si la situation devait se dégénérer? Je crois que nos hommes ont été formés, recyclés. L'État a mis à leur disposition les moyens matériels qu'il fallait. Les moyens matériels qu'il fallait. Dans un premier temps, les moyens d'accompagnement. On a vu les agents de la force avec les bâtons, avec leurs brassards de reconnaissance, accompagner tous ceux qui avaient décidé d'aller aux élections. Mais si ça changeait de nature, on était aussi en mesure de changer de posture pour faire face. Donc, je peux vous dire que l'État a mis à la disposition de la force et les moyens et matériels, humains, logistiques pour faire face à toutes les éventualités. Qui sont ceux-là qui ont vraiment composé cette force de la FOSE 2018 dernier? La force, ce n'est pas la première fois. Vous savez, depuis 2007, compte tenu du passé un peu regrettable de notre pays, lorsqu'il y a des élections, le gouvernement a pris soin à chaque processus électoral de faire mettre en place une force spéciale composée de gendarmes et de policiers. C'est ces deux institutions de la sécurité intérieure qui assurent, qui accompagnent la CENI dans l'organisation des élections. Et c'est ce qui a été fait. Cette année, la force qui a été créée par décret en août 2018 a été composée essentiellement des femmes et des hommes de la police et de la gendarmerie. Donc on avait une force de 8000 hommes qui devaient accompagner la CENI dans l'organisation de ces élections. 8000 hommes qui ont sécurisé ces élections. Les 8000 hommes et femmes qui ont sécurisé ces élections. Alors, si globalement tout s'est bien déroulé durant la campagne, le jour du scrutin, il y a eu la parenthèse du week-end du 8 décembre où il y a eu des morts. Comment peut-on expliquer cette exception-là, monsieur le ministre? Nous avons vécu ça durement. Je m'incline encore sur la mémoire de ses compatriotes, sur la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie depuis août 2017 dans les événements, aussi bien civils que militaires. Ce jour, samedi 8 décembre, vous savez, nous étions en pleine campagne électorale. La campagne a commencé le 4. La coalition avait introduit une requête de manifestation à partir du 6. Elle avait voulu faire une caravane, alors qu'on était en pleine campagne. Vous avez décidé de ne pas participer aux élections. Maintenant, vous voulez faire caravane. Imaginez une seconde, la caravane de la coalition rencontre la caravane d'un parti politique. Dieu seul pouvait nous dire ce qui allait se passer. Donc l'autorité a pris ses responsabilités et dit non, à partir du moment où vous ne participez pas à cette compétition, il n'est pas question de faire la caravane. Dans la foulée, ils ont prévu faire des manifestations de rue jusqu'au 18. Et la première manifestation devait avoir lieu le samedi 8. L'autorité leur a dit pas de manifestation. Normalement, en bon citoyen, en bon démocrate, on s'exécute. Mais ils ont poussé les jeunes, malheureusement, à sortir. C'est ça qui a amené les affrontements au niveau de Agouezongo, au niveau de Lider-Pras et dans certaines villes de l'intérieur. Et qui ont débouché sur des pertes en vies humaines et des blessés. Ça, là, on pouvait éviter. Il suffisait, là, je ne participe pas, je reste. Et là, ceux qui battaient campagne devaient continuer leur campagne. Alors, la provocation était de quel côté finalement? Mais la provocation est venue de la coalition. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir midi 14h pour le savoir. À partir du moment où ils ne participent pas aux compétitions, la campagne a commencé. On ne peut pas faire et la campagne et les manifestations contre les élections. Ils ont écrit, et le ministre leur a répondu pour dire que toutes vos manifestations sont interdites. Mais ils ont persisté et signé. Alors ça, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps avant de savoir qui est provocateur. Alors, comprenez-vous ceux qui accusent les forces de défense et de sécurité d'utiliser des moyens disproportionnés pour le maintien de l'ordre ce jour-là? Non, quand on parle de moyens disproportionnés, il faut aussi parler de manifestations hostiles.
Je dis disproportionné par rapport à quoi? Nous avons toujours accompagné les manifestations. Lorsque ces manifestations sont organisées dans le respect de la loi, les forces les accompagnent. Lorsque les gens manifestent contre la loi, il faut que la loi leur dise non, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Disproportionné, les moyens matériels que nous utilisons, ce sont des moyens conventionnels. Ce sont des moyens que tous les pays du monde utilisent pour le maintien de l'ordre. Les grenades lacrymogènes, les matraques, ce sont des moyens conventionnels. On regrette toujours lorsqu'il y a débordement, lorsqu'il y a mort d'homme. Et aujourd'hui, mort d'homme, excusez-moi, nous avons vu des manifestants s'en prendre aux forces de l'ordre. On a vu des manifestants exercer des violences inimaginables sur les agents des forces de l'ordre. Les éléments ne sortent pas pour aller violenter les manifestants. Moi, je demande plutôt aux politiciens d'être responsables, de prendre leurs responsabilités. Nous ne voulons pas participer aux élections, on boycotte, on reste à la maison. Mais on ne dit pas aux enfants, sortez. Sortez. Et les propos, aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux, les messages qui passent, les audios, ça amène tout le monde à être sur le qui-vive. Donc, moi, disproportionné, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Donc, si on comprend bien à travers vos explications il y a quelques secondes, malgré qu'il y avait la campagne qui battait son plein, les moyens étaient vraiment mis en place pour vraiment circonscrire ces manifestations qui étaient également en cours. Ces manifestations illégales qui étaient en cours devaient être circonscrites. Et ce qui a été fait, je regrette encore une fois les compatriotes qui ont perdu la vie. On n'en serait pas arrivé là si les gens disent bon, nous on boycotte, ou nous avons reçu la correspondance du ministre de l'administration territoriale interdisant nos manifestations, on s'exécute. Ils ont poussé les jeunes à sortir, à dresser des barricades, à s'apprendre aux citoyens qui devaient aller au lieu de campagne, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, certaines villes de l'intérieur du pays ont été vraiment durement touchées par ces répressions, en l'occurrence Sokodé, Bafilo, Mango. Quel est l'état des lieux à l'heure où nous parlons, monsieur le ministre? Je vais rectifier un peu votre question. Vous dites les villes de l'État qui ont été touchées par des répressions. Touchées en fait. Je dirais certaines villes de l'intérieur où les gens ont monté des jeunes pour des manifestations très hostiles. Ok. Parce que c'est une question de cause à effet. S'il n'y a pas de manifestation hostile, il n'y aura pas de rétablissement de l'ordre. Qu'appelle-t-on finalement manifestation hostile, monsieur le ministre? C'est des manifestations d'abord illégales, où les gens s'en prennent aux biens publics et privés, où ils s'en prennent aux personnes. Lorsque vous êtes manifestant, on nous dit souvent les gens manifestent à main nue. Et qu'on trouve sur des manifestants des poignards. Que des manifestants, si on prenne le courage d'agresser les agents, des militaires, d'agresser les gendarmes, les policiers, qu'on ne nous dise pas qu'ils manifestent pacifiquement. C'est ce que nous appelons les manifestations hostiles. Et l'État, la loi prévoit également les moyens conventionnels pour faire face à ces genres de manifestations. Alors, donc, ce n'est pas des villes, on ne réprime pas parce qu'il faut réprimer. On rétablit l'ordre lorsque l'ordre est vraiment troublé. Et c'est ce qui s'est passé dans ces villes. Vous avez vu les images à Sokodé. Aujourd'hui, nous n'avons plus de commissariat central à Sokodé. Ce qui s'est passé là-bas, c'est pas bien. On a vu des militaires traîner dans la rue. On a vu leur armement arraché. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des armes qui sont dans la nature. À Mango, on a vu des manifestations armées de AK-47. AK-47, c'est pas... Mango? Non, c'est pas un jouet. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Ce jour du 7 septembre 2017, où un enfant a trouvé la mort à Mango, 2 manifestants ont été vus en armes. Comment cela est possible, monsieur le ministre? Vous savez, nous sommes là pour renforcer vraiment la sécurité sur le terrain, voir au cours des manifestations comme ça, des simples citoyens qui détenaient des armes de guerre. Vous savez, notre sous-région aujourd'hui fait
l'objet de beaucoup de problèmes sécuritaires. Il y a des pays qui ont connu la guerre. Depuis les années 90, il y a des pays qui ont connu la guerre. Au jour d'aujourd'hui, il y a des pays qui ont des problèmes sérieux de sécurité. Avec ce qui s'est passé en Libye, aujourd'hui, vous avez des armes qui circulent. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces armes? Ça, c'est un point d'interrogation. Ils savent pertinemment que ce n'est pas un objet de manifestant. C'est une arme de guerre. Quand on cherche à utiliser, ce n'est pas pour dire, bon, c'est pour faire peur. Lorsque les agents sont en face des gens armés, il y a la loi qui prévoit aussi la légitime défense. La légitime défense. Et ou de soi-même ou d'autrui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est armé. C'est des événements douloureux que nous avons connus, que nous avons eu à regretter. Mais nous tenons à dire qu'on ne nous parle pas de répression. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes dans notre pays. Pourquoi on ne cite pas ces villes-là? C'est parce qu'on n'a pas vu des gens en armes. C'est parce que les gens ne se sont pas pris aux agents des forces de sécurité. Les gens n'ont pas arraché les armes. Moi, je rends grâce à Dieu avec ce que nous avons vécu à Sokodé dans la nuit du 18 octobre. 2 militaires décapités. Comment cela a été possible, monsieur le ministre? Mais cela a été possible parce qu'ils ont respecté à la lettre les consignes données. Ils ont vu la mort venir, mais ils ont laissé faire. Ils auraient pu utiliser leurs armes, tirer sur les manifestants. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, on a tiré sur les manifestants. Ils ont vu la mort venir, mais les chefs nous ont dit de ne pas faire usage de nos armes. Ils sont restés. Les gens n'ont pas fait de détails, ils sont venus les assommer, décapiter, emporter l'armement et les munitions. Les gens disent que les villes sont assiégées. Je crois que quand on est responsable, il faut prendre des mesures préventives. À partir du moment où, même si ces armes étaient retrouvées, à partir du moment où il y a des éléments, certains compatriotes qui n'ont pas le droit de détenir les armes, qui ont le courage d'agresser, de tuer des agents de force et emporter leur armement, je crois que n'importe quel pays au monde interdirait des manifestations dans cette ville. La CEDEAO est rentrée dedans, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Et les gens nous disent les villes assiégées par rapport à quoi? Surtout on parle de Sokodé, Mango et Bafilo. Pourquoi ces trois villes? C'est des villes où les manifestations hostiles ont été les plus violentes. Les plus violentes. J'ai parlé de la nuit du 18 octobre. 19 août à Sokodé, vous avez vu les images. Et les massacres qui ont suivi. Les gens font des discours. Ils incitent la jeunesse. Ils disent, ces gens, c'est le langage de la violence qu'ils comprennent. Quand vous faites sortir les gens et vous leur dites ça. Mais l'État ne va pas faillir à son devoir. Nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité de plus de 7 millions de Togolais. Donc il y a de quoi que chacun fasse son examen de conscience. Que ce soit à Mango, aujourd'hui les gens vaquent librement à leurs occupations. À Sokodé, les gens vaquent librement à leurs occupations. Le dispositif mis à Sokodé, c'est pour des éventualités, on ne sait jamais. Vous lisez sur les réseaux sociaux ce que les gens disent. Vous voyez les images. Imaginez une seconde, on croise les bras. On dit, bon, voilà, les policiers, les gendarmes rentrent à la maison, les militaires rentrent à la maison. Et il se passe quelque chose de grave dans le pays. Ce sont des mesures préventives. J'ai entendu quelqu'un dire ce matin, quand ils veulent manifester, on fait sortir les chars. On ne fait pas sortir les chars pour les accompagner. S'il est responsable avec ce qui se passe dans la sous-région, il va dire, le gouvernement a raison de le faire. Et si on ne le faisait pas, il va dire, c'est comme si on ne savait pas, on ne suit pas l'actualité dans notre région. Donc c'est pour la sécurité des simples citoyens. C'est la sécurité de nos compatriotes, de tous ceux qui habitent dans notre pays. On ne veut pas attendre que ça dégénère avant de dire qu'est-ce qu'on fait. Non, il faut prendre des mesures. On dit commander, c'est prévoir. Alors, quand on parle aujourd'hui de ces armes-là qui circulent un peu dans le nord du pays, est-ce que cela ne pose pas ce ténèbre problème de la sécurité de nos frontières? Non, aujourd'hui, la frontière en Afrique, elle est ce qu'elle est.
La porosité toujours. Vous avez les mêmes peuples de part et d'autre. Les gens quittent pays A pour aller puiser de l'eau dans pays B. Les gens quittent A pour venir B pour venir travailler dans A. Il y a des points de contrôle, mais il y a des points aussi qui ne sont pas tenus. Et le malfaiteur, il en profite. Aujourd'hui, nous sommes dans un espace communautaire. Nous accueillons tous les ans les transhumants qui viennent avec leur bétail. On ne peut pas le leur refuser. Mais lui, en venant, peut-être s'il a une mauvaise intention, on n'est pas. S'il veut traverser avec une arme, il le fera. Mais lorsque quelqu'un va en aventure en rentrant et qu'il trouve une arme, il peut rentrer avec. Et s'il ne tombe pas sur les agents de force de sécurité pour être désarmé, pour être arrêté, il va rentrer dans le pays avec. Aujourd'hui, les cas de vol à main armée, on enregistre. Il y a des forgerons qui fabriquent des pistolets de fabrication artisanale, qui utilisent les cartouches de 12 000 mètres. Donc je crois que nous devons tous travailler. Et quand le gouvernement prend des mesures préventives, que les gens ne trouvent pas que c'est trop serré. Je préfère prévenir tout en mettant tout en œuvre que de laisser pourrir et courir après. Alors, sur ce point, si nous revenons un peu à Lomé, quartier Agoué, où la manifestation un peu va être Toblekopé, la manifestation a eu lieu le 8, week-end du 8. Il y a un fait qui a défrayé un peu la chronique, surtout à présent d'un haut gradé de l'armée sur le terrain. Comment cela a été possible, monsieur le ministre de la Sécurité? Je crois qu'il va falloir que qu'on communique davantage. Oui. Qu'on communique davantage avec nos compatriotes. La présence d'un chef militaire sur le terrain n'est en rien illégal. Au contraire, le chef donne les ordres, il doit contrôler si les ordres qu'il a donnés sont exécutés comme tels. Quand on met un dispositif sécuritaire sur le terrain, le chef doit passer, voire corriger. Le 8 décembre, les gens ont fait de cela un problème. Que ce soit le chef d'état-major de l'armée de terre ou un chef d'état-major ou le chef d'état-major général. Ça, c'est un devoir pour eux. Lorsqu'il y a un dispositif sécuritaire sur le terrain, de passer voir, faire des observations, corriger. C'est ce que le chef d'état-major général a fait. Malheureusement, il y a eu 2 compatriotes qui ont trouvé la mort. Là où les gens ont filmé son véhicule, ce n'est pas l'endroit où les corps ont été découverts. Et cette vidéo où elle a été travaillée, nous savons qui a filmé, qui a travaillé. Tout juste pour incriminer. Voilà, il y a eu 2 morts, on a vu le chef d'état-major général sur le terrain. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile. Puisque c'est dans sa voiture pick-up qu'on a vu quelqu'un sortir une arme de guerre. Ça, nous avons eu à condamner l'élément qu'il a fait. Il a pris ce que nous appelons en langage militaire initiative malheureuse. Il a été puni. Quand il a sorti l'arme, il n'a pas fait usage de cette arme. Les gens qui étaient sur la barricade sont restés. Et lorsqu'il a sorti, tous ceux qui sont honnêtes vont dire ça n'a pas fait 30 secondes avant qu'il ne ramène l'arme. Et le véhicule a rebroussé chemin. Mais les gens sont allés dans un studio et essaient de travailler pour qu'on dise même on a entendu les bruits de coups de feu. C'est pas honnête. Quand on veut faire de la politique, il faut mettre peut-être un peu d'honnêteté dans ce qu'on fait. Donc la présence d'un chef militaire sur le terrain, que ce soit terrain d'exercice, n'a rien d'anormal. Au contraire, on donne les ordres, mais on doit vérifier si les ordres sont exécutés comme tels. Donc on demandait si le général Yark n'était pas disposé ce jour-là. Peut-être on aurait souhaité voir le général Yark sur le terrain. Ceux qui me connaissent savent qu'il m'arrive de sortir. Il m'arrive de sortir, voir si notre dispositif marche. La preuve, au cours du recensement, j'ai visité plusieurs centres de vote pour voir si les instructions que nous avons données à la force elles sont exécutées. Le jour du vote, j'ai fait le tour pour voir en quoi c'est anormal.
Alors, passons à la question suivante. Avec la tenue des élections le 20 décembre, peut-on considérer que le Togo a recouvré définitivement la quiétude comme il le faut? Et nous souhaitons. Et pour cela, j'en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. Les gens ont annoncé une manifestation le 12, oui, samedi prochain. Oui, on va y revenir. Non, mais je vous demandez si on ne fout là pas. On peut le faire. On peut le faire. Les gens ont pris leur responsabilité de boycotter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? S'ils veulent manifester parce qu'on veut manifester, on les accompagnera. Mais s'ils veulent manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils veulent porter atteinte à l'ordre public, ça, la loi ne laissera pas faire. Donc, tout le monde au départ était avec la CEDEAO, on pouvait tourner la page. Mais à un moment donné, nous posons la question si le français dont parlent les autres est le même que nous comprenions. À un moment donné, on se demandait ou bien nous ne sommes pas allés à l'école. La CEDEAO a fait ce qu'elle pouvait. Elle a, à coups de millions, commis des experts pour accompagner la CENI. Mais les gens ont décidé de se mettre de côté pour dire non, le gouvernement ou la CENI ne respecte pas la feuille de route. Au moins la CEDEAO est au-dessus. Vous pouvez dire non, avec ce que nous voyons faire, la feuille de route n'est pas respectée, on retire nos experts. Ça pouvait amener les gens à dire, ah voilà, et à partir du moment où la CEDEAO commet des experts pour accompagner la CENI, ce que la CEDEAO croit en ce que la CENI est en train de faire. Où en sommes-nous avec les mesures d'apaisement recommandées par la feuille de route de la CEDEAO? Les mesures d'apaisement, il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup de choses. Beaucoup? D'aucuns disent non. Oui, ils peuvent dire non. Mais on ne va pas rester éternellement dans les mesures d'apaisement. Si aujourd'hui on libère des gens et demain, les gens les appellent à une manifestation interdite, au cours de laquelle il y a de la violence, on va croiser les bras parce qu'il y a mesure d'apaisement, la loi va travailler. On va travailler. J'ai dit le gouvernement a fait beaucoup. Beaucoup ont été libérés. Il y a d'autres qui attendent d'être jugés. D'autres sont jugés. 450 par grâce présidentielle bientôt. J'espère, je souhaite. Parce que quand ils sont là où ils sont, on n'a pas un franc de plus. C'est pour que le citoyen sache qu'il est allé, il a enfreint la loi et il faut qu'il réponde. Quand les gens restent, ils planifient, voilà, on va faire ça pour déstabiliser, on va faire ça. On ne va pas les applaudir. Et j'entends les gens parler de prisonniers politiques. Je dis, il ne faut pas abuser du langage. Vous sortez, vous commettez des infractions de droit commun, on vous interpelle, on nous parle de prisonniers politiques. Vous allez casser les feux tricolores, on vous interpelle, on nous dit prisonniers politiques. Aujourd'hui, il faut quand même être honnête et reconnaître que la plupart des pays africains ont fait des efforts. Partout en Afrique, vous avez aujourd'hui la liberté d'expression. Les journaux, mais qu'est-ce qu'ils n'écrivent pas dans notre pays ici? On n'a jamais interpellé quelqu'un parce qu'il a insulté telle autorité pour le mettre en prison. Si on vous met en prison pour votre opinion, oui. Mais si vous commettez une infraction de droit commun et qu'on vous met en prison, que les gens ne disent pas c'est un prisonnier politique. Ceux qui sont aujourd'hui, certains sont jugés, d'autres non. Mais le juge, quand même, il connaît son travail. Il sait qualifier les infractions. Même si au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, on peut se tromper, le juge tranche. La preuve, lorsqu'on défère les gens, certains sont immédiatement libérés. Et personne ne conteste. Okay. Et si le juge décide de garder certains, c'est parce qu'il y a quand même des choses qui lui sont reprochées. Donc les mesures d'apaisement, je crois, le gouvernement va continuer. Est-ce qu'on va voir quelques têtes de ceux qui ont été arrêtés lors de cette manifestation parmi les 400 et quelques... Non, je crois parmi les 454, vous n'avez pas ceux qui ont été arrêtés. Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés parmi les manifestants ont été élargis avant. Aujourd'hui, ceux qui attendent en prison, c'est des gens qui ont commis des infractions qualifiées crimes. Et pour certains, le dossier à l'instruction. Et il faut aller au bout de l'instruction avant de décider quoi que ce soit. Certains ont été jugés, condamnés. Bon, peut-être que le président prendra une mesure exceptionnelle pour les gracier. Pour les gracier.
Alors, chapitre, la coalition de l'opposition entend manifester à compter du 12 prochain. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire de concret? Bon, ça commence encore. La coalition entend manifester à compter du 12, c'est leur droit, mais qui respecte la loi. Ils ont écrit au ministre de l'administration territoriale pour dire qu'ils vont manifester le 12 à Lomé et dans certaines villes de l'intérieur, sans préciser quelle ville. À Lomé, ils ont fait une proposition d'itinéraire. Le ministre a modifié. Et j'espère qu'ils vont s'en tenir à la modification apportée par le ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est la loi qui le dit. Personne n'a inventé. Mais à l'intérieur, quand on nous dit vaguement, on veut manifester dans certaines villes de l'intérieur, sans préciser quelle ville, l'itinéraire, le lieu, et je crois qu'on ne peut pas dire, bon, allez-y. J'ai entendu des discours, ils vont manifester partout. Mais à partir du moment où la déclaration préalable n'est pas faite, vous manifestez, vous allez contre la loi. Donc le 12 à Lomé, nous allons les accompagner s'ils acceptent de respecter l'itinéraire proposé par le ministre de l'administration territoriale. Puisque les villes n'ont pas été précisées, comment allez-vous... Voilà, la solution elle est simple, il n'y aura pas de manifestation dans ces villes. Moi, je ne sais pas dans quelle ville ils veulent manifester. Et si jamais il y a passage en force dans ces villes-là... Bon, vous avez dit passage en force. Si il y a passage en force, il y a la force en face. Il y aura la force en face. Nous voulons la quiétude pour toutes nos populations, pour nos compatriotes et ceux qui ont trouvé de notre pays un lieu où ils peuvent vivre tranquillement. Imaginez, vous quittez Dapon, vous venez à Lomé et d'un seul coup, personne n'est prévenu, les gens occupent la nationale. Vous avez le droit de circuler. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de précision sur les villes où ils veulent manifester, les itinéraires, les lieux. Donc, pour l'intérieur, nous avons dit qu'il n'y aura pas de manifestation. Mais finalement, à quoi peut-on s'attendre ce 12-là? J'espère. Je crois que le ministre de l'administration leur a envoyé la correspondance. Comme je l'ai dit tantôt, j'espère, en bon démocrate, ils doivent respecter. Et j'en appelle à la vigilance de la jeunesse. Et lorsqu'il y a des situations comme ça, il dit « sortez ». On ne les voit jamais devant. On ne voit jamais leurs enfants devant. Ils sont les premiers à crier sur les ondes. On ne voit jamais leurs enfants devant. Donc j'en appelle à la vigilance de notre jeunesse. Mon général, quelles sont donc vos plus grandes craintes en termes de menaces sécuritaires liées aux manifestations de rue actuellement au Togo? Vous savez, j'ai dit en tout temps que notre sous-région est un peu mouvementée. Très mouvementée. Nous rendons grâce à Dieu, nous sommes encore à l'abri. Mais ce qui se passe ailleurs, ça nous fait réfléchir. Et le gouvernement travaille à prendre les mesures en conséquence. Lorsque les gens nous disent quand il y a seulement une manifestation, on fait sortir. Mais c'est normal. Qu'on contrôle qui va d'une ville à une autre. Qu'on contrôle qui va à la manifestation avec un sac à dos. Si vous avez la possibilité de manifester, c'est déjà une bonne chose. Si nous sommes dans une insécurité totale, est-ce que quelqu'un peut sortir pour manifester? Non. Donc que les gens ne nous amènent pas à être dans cette situation où on ne peut plus manifester. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la menace? La menace, elle est... Je n'ai pas besoin de vous répondre. Vous voyez ce qui se passe autour de nous. Mais le Togo est à l'abri, monsieur. Le Togo est à l'abri, mais il faut continuer par travailler pour protéger le Togo. Protéger le Togo. C'est ça qui fait lorsque les gens... Nous, on ne néglige rien. Tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, les audios... les appels à la violence, les appels à la cotisation, ainsi nous prenons tout au sérieux. Alors, en matière de la sécurité, quelles sont vos attentes pour cette nouvelle année 2019? Je souhaite une année de paix à tous nos compatriotes, à tous ceux qui sont au Togo. Que la sécurité doit être le travail de nous tous. Aussi bien les corps habillés, comme on le dit, et la population civile. Nous avons initié
des principes qui rapprochent les forces de l'ordre à la population. Ce que le civil voit, peut-être le corps habillé n'est pas là-bas, le gendarme, le policier n'est pas là. Donc la sécurité, ce que je souhaite pour nos compatriotes, pour tous ceux qui vivent au Togo, c'est qu'on travaille ensemble pour renforcer la sécurité dans notre pays. Une collaboration de la part Une collaboration sincère et franche. Et que tout le monde y participe, y compris les acteurs politiques. Ils sont les premiers bénéficiaires. Ils font la marche parce qu'il y a la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, ils ne vont pas marcher. Donc qu'ils cessent d'inciter les jeunes à la violence. Et que s'il y a de la violence, qu'ils condamnent. Qu'ils condamnent, c'est important. Là, ça nous fera dire qu'eux-mêmes regrettent ce qui se passe. Il y a eu des actes de violence. Et les gens ont trouvé que c'est normal. C'est normal. Alors, il y a un fait depuis quelques jours qui se passe à Lomé, la capitale togolaise, où il y a des rafles par-ci, par-là, dans certains quartiers, comme à Tikpoudji, Tokoin, j'en passe. Que se passe-t-il concrètement, monsieur le ministre? Ce sont des opérations de police. Il n'y a pas quand même d'informations en préalable pour quand même informer la population? Vous savez, on informe la population. Enfin, qu'il y a une... Lorsque on vous dit, vous savez, beaucoup de nos compatriotes se plaignent. Vous avez parlé d'Atikpoudji. Les gens vont dire, elle est sortie du marché, quelqu'un a arraché son sac. Il y a certains quartiers aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Nous voulons savoir qui est dans notre pays, qui fait quoi. Lorsqu'on vous interpelle, vous avez votre pièce d'identité, le problème ne se pose pas. Quand on vous interpelle, peut-être vous n'êtes pas togolais, vous n'avez pas de pièce d'identité. Le policier ou le gendarme, il met un point d'interrogation. Qui est cet individu? Il faut chercher à savoir qui il est. Il faut l'amener au poste, il faut l'identifier. Chercher à savoir, il est venu d'où, il fait quoi. Et c'est pour rassurer. On l'amène au poste? On l'amène au poste. Si on l'interpelle au cours d'une opération de rap, et ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, on les conduit au poste, on les identifie. C'est souvent les soirs, les nuits, vers 18h, 19h comme ça, puisque le service est un peu réduit les soirs. Est-ce que la personne ne risque pas de passer toute la nuit là-bas avant? Si vous n'arrivez pas à justifier votre présence sur le territoire, c'est normal que la police ou la gendarmerie vous garde. Ils ont au moins un droit de 48 heures. Droit de 48 heures. Vous gardez un individu, le temps de vérifier son identité, le temps de vérifier les raisons, la cause de sa présence. Ça n'a rien d'anormal, ça fait partie de la loi. Donc je demande la compréhension de nos compatriotes. Lorsqu'on vient dans votre quartier, jouez le jeu avec les agents. Ce sont nos frères, nos sœurs qui sont ces policiers, ces gendarmes. Et en faisant ces opérations, c'est pour rassurer davantage la paisible population, les honnêtes gens. Donc que les gens ne trouvent pas, et voilà, j'ai vu les gens veulent manifester parce qu'on fait des contrôles. J'ai dit, mais c'est comme ils n'ont rien à faire. Donc tous doit avoir désormais des pièces d'identité sur soi, puisque ce n'était pas de l'habitude. Mais il faut quand même changer d'habitude. Aujourd'hui, si vous êtes victime d'un accident de circulation, on a besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et peut-être informer vos parents, informer votre famille. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, on va vous secourir, mais ce n'est pas suffisant. Alors, pour le moment, cette opération-là se passe à Lomé. Ça se passe à Lomé, ça se passe aussi dans certaines villes de l'intérieur. Ça se passe dans certaines villes de l'intérieur. Mais s'il n'y a qu'à Lomé où les gens nous parlent, voilà, tel quartier, tel quartier. Ces gens qui passent savent que c'est des quartiers où vous avez beaucoup de citoyens qui parfois enfreignent la loi. Ils le savent. Ils le savent. Si on ne fait rien, ils seront les premiers à nous condamner. Donc, au lieu de nous encourager, au moins qu'ils nous laissent faire pour tranquilliser la majorité de nos populations. Monsieur le ministre, on sait que vous êtes également le ministre de la Sécurité, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Si vous êtes demandé aujourd'hui en quelques secondes de dresser le bilan sécuritaire de l'an 2018, que peut-on retenir en substance? Le bilan
je peux dire qu'il est assez bien. Là où je déplore et j'appelle sincèrement à les responsables de nos commerçants dans la sécurité routière. Nous avons fait des efforts en 2015 pour avoir moins de 500 morts sur nos routes. Mais à partir de 2016, nous avons rechuté. Les mesures qui ont été prises, la sensibilisation, ont continué. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez encore certains de nos compatriotes qui vont en moto sans casque. Ou ils sortent dimanche, ils disent bon, c'est dimanche, ils sortent sans casque. Donc il y a un effort à faire dans ce sens-là. Nous avons tous à faire un effort. Ensuite, comme je l'ai dit, il faudrait que chacun dise qu'est-ce que je peux apporter à la sécurité. Gendarmes, policiers, militaires comme civils. Et en cela, je demande une coopération honnête, sincère et franche. Nous sommes dans un espace communautaire. Lorsque vous avez dans votre quartier quelqu'un qui arrive que vous ne connaissez pas, ce n'est pas interdit d'informer la police, d'informer la gendarmerie. Vous aurez fait au moins un bon travail pour la nation. Donc, je sais, il y a beaucoup de nos compatriotes qui le font, qui ont compris que la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Mais ceux qui hésitent encore, je leur demande d'emboîter le pas pour que notre pays soit à l'abri. Ils disent ce qu'on prend, ce qu'on voit ailleurs, c'est pas bien. Il ne faut pas souhaiter. Peut-être un dernier mot avant de se séparer. Je voulais d'abord souhaiter une bonne heureuse année à tous les Togolais. Merci. À tous les Togolaises. Une année de santé, une année de paix, de compréhension. Et que les gens évitent de penser qu'ils sont les seuls à avoir raison. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un pas politiquement. L'Assemblée s'est retrouvée hier, elle va commencer son travail. Et que même ceux qui ont refusé de participer acceptent que c'est une Assemblée nationale qui a été élue. C'est une Assemblée de tous les Togolais. Une Assemblée nationale où les députés représentent tout le Togo. Donc, qu'on les encourage à bien travailler. Il y a pas mal de dossiers. Bref, une année de paix pour tous les Togolais et tous ceux qui ne sont pas Togolais mais qui vivent dans notre pays. Merci. Le général Yark Damran, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous et encore une fois, c'est avec plaisir. Monsieur, c'est ainsi que se referme ce grand rendez-vous. On marque une pause, l'info tout de suite et puis on se retrouve pour la suite du grand rendez-vous de ce soir, le regard croisé.